On passe à la génération du code intermédiaire. À la génération du code intermédiaire, les objets sont remplacés par l'adresse qui leur a été affectée dans la table des symboles. On ne va plus utiliser le X et le Y, mais on va utiliser le 0 et le 4. C'est leur adresse qu'on va utiliser. Les phrases reconnues sont remplacées par des macros plus aisément manipulés. Je sais comment c'est le if, on l'a reconnu. Donc au lieu d'avoir un if écrit comme ça, nous avons une macro qui permet une exécution simple du if. Les macros ne sont pas des instructions machine. On ne descend pas au jump, etc. Elles ne font aucune référence au registre de la machine et restent donc indépendantes de l'architecture de celle-ci. C'est toujours un code intermédiaire que je peux envoyer sur différentes machines et après il va s'adapter, il va être traduit à la spécificité de chaque machine. Mais c'est juste des macros qu'on connaît à l'avance, comme ça, si on écrit parfois dans différents langages de programmation, on peut tomber sur le même code intermédiaire. L'optimisation du code intermédiaire, les améliorations les plus courantes sont la réduction des expressions constantes. Calculer et remplacer l'expression arithmétique qui ne comporte que des opérandes constantes par son résultat. Au lieu de traîner avec des variables que je dois tout le temps aller chercher dans la mémoire, on a dit qu'on les a remplacées par des adresses mémoire. Si on peut calculer, on fait le calcul tout de suite et on va éviter de faire des allers-retours à la mémoire. Donc si vous avez x sur 2 du programme, on sait que x est 7, donc automatiquement dans y, je vais avoir 3 si c'est un entier et 3,5 si c'est un float, donc c'est 3,5. Simplification des boucles et pré-évaluation des expressions constantes. Sortir les expressions invariantes des corps des boucles et les placer juste devant ceci. Par exemple, vous avez fait une erreur et le programmeur il a mis une affectation a égale à 7 à l'intérieur d'une boucle. Ce que ça fait, c'est à chaque fois, il va exécuter a égale à 7. Donc, dans l'optimisation du code, je vais prendre le a égale à 7 et je vais le sortir de la boucle puisque je vais le faire à chaque étape. Ça n'a pas de sens de le répéter, c'est toujours mettre 7 dans a. Je peux le faire une fois avant la boucle et c'est tout. Et je gagne de la rapidité, donc je n'exécute pas plusieurs fois la même instruction. Génération du code final, nous avons fait toutes ces étapes. L'étape finale consiste à remplacer les macros par les instructions machine correspondantes en utilisant les registres. Maintenant, on va se baser sur le jeu d'instructions du CPU, sur ces registres, pour remplacer les macros par des instructions machine. Les objets sont remplacés par leur adresse. Donc, tout objet va être remplacé par son adresse. Et on a terminé le code final, il est prêt à l'utilisation. Mais après la génération du code final, nous avons l'édition des liens. Comme on a dit, peut-être que votre programme, ce n'est qu'un module parmi plusieurs modules d'un grand projet. Donc ici, on va faire les liens avec les autres modules. La durée de la compilation est fortement liée à la taille du programme source. C'est pour ça qu'il est préférable de découper un gros programme en plusieurs modules. Un module correspond souvent à une unité logique du programme, procédure avec ses données, programme principal, etc. De plus, les modules utilisateurs vont souvent faire appel à des fonctions prédéfinies disponibles dans des bibliothèques du langage de haut niveau. C'est des fonctions mathématiques comme la racine carrée qu'on avait cité comme exemple, etc. L'éditeur de liens permet la construction du programme exécutable final en résolvant les liens vers les bibliothèques ou entre différents modules objets construits à l'aide de compilations séparées. Maintenant, nous avons le code de plusieurs modules. Bien sûr, je peux faire appel à une fonction d'un autre module. Donc, comment faire les liens entre ces modules et avoir un seul programme exécutable final qu'on va placer dans la mémoire. L'éditeur de liens fait la liaison entre les appels des fonctions dans le code source utilisateur et leur code stocké dans les bibliothèques en utilisant les informations de liaison écrites en en-tête de chaque module par le compilateur. Donc le compilateur, quand il lit chaque module, il va voir quels sont les liens qu'on doit résoudre. Donc ceux qui sont appelés dans notre module et ceux que nous on appelle de ce module vers d'autres modules.
L'éditeur de lien relie les modules objets créés par la compilation séparés de chacun des modules sources entre eux pour construire un seul programme exécutable. Comment est-ce qu'on fait ça? Au sein du module, 3 catégories d'objets peuvent être répertoriées. Les objets internes inaccessibles de l'extérieur, ce sont des objets privés. Le compilateur ne fait correspondre aucun lien à ces objets. Vous avez déclaré une variable x, int x, et personne ne fait appel à cette variable, et elle est propre à ce module, donc le compilateur ne va pas la toucher, il ne va pas lui associer des liens. Les objets internes accessibles de l'extérieur. Vous avez une variable publique, ça veut dire que les autres, ils peuvent y accéder. Vous avez le public int x cette fois-ci, donc votre x, il est public, ça veut dire d'autres modules peuvent y accéder. Alors dans ce cas, le compilateur fait correspondre un lien utilisable à ces objets. Donc le x là, c'est LU, ça veut dire il y a un lien pour les autres pour accéder à ce x. Tout simplement, son adresse mémoire, elle peut être accédée de l'extérieur. Les objets n'appartenant pas au module, mais utilisés par le module. Par exemple, cet x, je suis dans un autre module et je veux utiliser cet x. Je vais l'appeler. Je vais dire par exemple module 5.x, ça veut dire je réfère à la variable x du module 5. Donc dans ce cas, le compilateur fait correspondre un lien à satisfaire. Donc il dit voilà, c'est un lien, je le laisse comme ça. Au moment de construire l'exécutable final, au lieu d'avoir module 5.x, ça c'est un lien à satisfaire. Je dois aller chercher l'adresse de ce x dans la mémoire. On a déjà un LU pour ce x. Donc ce lien à satisfaire va être le LU, donc le lien utilisable. C'est donc le compilateur qui génère les LU et les LAS utilisables et à satisfaire en fonction des catégories d'objets et les place en en-tête du module sous la forme. Dans chaque module, dans son en-tête, je vais avoir LU, donc un nom d'objet, virgule, valeur. Le x, par exemple, est son adresse mémoire. La valeur est l'adresse de l'objet dans le module qui conditionne sa déclaration. L'adresse mémoire par rapport à ce module. Pour le LAS, le nom de l'objet, par exemple, le module 5. Quelque chose, c'est un Y, donc ce Y. L'adresse 1, l'adresse 2, adresse etc. jusqu'à adresse last. Donc, où les adresses sont les adresses dans le module où l'objet est utilisé. Avant d'aller plus loin, on va faire juste un tout petit schéma pour éclaircir un peu ce point. Donc, je vais voir ici, par exemple, c'est un module. Et en en-tête, je vais avoir des LU et je vais avoir des LAS. Par exemple, ça c'est le module 5. Et je vais avoir ici un DLU et un LAS du module 3. Ici, par exemple, j'ai un X qui est public et lui, il fait appel à X. Il va dire, par exemple, M5.x. Donc, lui, il est à satisfaire. Je dois le satisfaire à partir du module 5. Et ici, c'est un utilisable parce qu'il est utilisé ailleurs. Comment est-ce que je vais écrire ces informations? Donc, dans chaque module en haut ici, les LU, ça va être le X, par exemple. Son adresse, c'est 0 dans ce module-là. Et dans le LAS ici, je vais dire que j'ai un objet à satisfaire. En plus de ces informations, le compilateur indique également en en-tête de chaque module sa taille en octets. Le rôle de l'éditeur de lien consiste donc à associer chaque lien à satisfaire avec le lien utilisable correspondant de manière à pouvoir assigner une adresse à chacun des objets présents dans les modules. L'éditeur de lien est appelé en lui fournissant en paramètres les noms de chacun des modules objets participant à la construction du programme exécutable final. L'édition de liens pour un ensemble de modules objets se déroule en 3 étapes. Maintenant, nous avons plusieurs modules. Chacun, il a écrit en haut son LU et son LAS. Et bien sûr, on veut associer le LAS au LU correspondant.
La première étape, la construction de la carte d'implantation. La deuxième, c'est la construction de la table des liens et la construction du programme exécutable final. La construction de la carte d'implantation, cette étape consiste à placer les uns derrière les autres les différents modules générés par le compilateur et à calculer les adresses d'implantation de ces modules. C'est très simple comme je vais l'expliquer. Nous avons plusieurs modules. Dans chaque module, nous avons des adresses qui commencent à 0. Ils commencent à 0 parce qu'on ne traitait que ce module. Ce module, toutes ces variables commencent à 0. Dans ce module, toutes ces variables commencent à 0 parce qu'on ne parlait que de ce module. Et dans ce module, toutes ces variables commencent à 0. Comme tout à l'heure, le x il était à 0. C'est un entier qui prend 4 octets, donc la variable d'après, la y, elle était à l'adresse 4. Donc ce 0, 4, on le calcule par rapport au 0 de chaque module. Maintenant, dans la carte d'implantation, on veut créer un seul programme. Donc on va mettre tous les modules un à côté de l'autre. On va prendre le premier module, on le met. Et pour ce nouveau programme, bien sûr, le module A commence à 0. Donc je n'ai pas à changer ces variables. Celle qui était à 0, il est toujours à 0. Celle qui était à 4, il est toujours à 4, ainsi de suite. Maintenant, je vais prendre le module B et je vais le mettre juste après le module A. Donc, le module B, il commence pas à 0 dans ce nouveau programme, mais il commence à la taille de A. Il commence à la taille de A parce que A, il a déjà pris de la place mémoire. Donc, la variable de B qui commençait à 0, elle commence maintenant à 0 plus taille A. Donc, toutes les adresses que j'ai calculées pour le module B, on doit ajouter la taille A pour qu'on les trouve dans la mémoire pour ce nouveau programme. Maintenant, pour le module C, on ajoute le module C. Qu'est-ce qu'il y a avant C? Lui, il commençait à 0, mais maintenant, il commence à taille A plus taille B. Donc, toutes les variables doivent être décalées de taille A plus taille B. Tout simplement, c'est la carte d'implantation. Je prends tous les modules, je les mets ensemble et je mets à jour les adresses. Les adresses du premier module ne changent pas, les autres sont augmentées par la taille des modules qui les précèdent. Maintenant, la construction de la table des liens. Les tables des liens mettent en relation les liens à satisfaire avec les liens utilisables correspondants. Et maintenant, n'oubliez pas que toutes les adresses ont été mises à jour. Ils sont dans la carte d'implantation. Donc, nous avons des adresses dans le nouveau programme. Chaque entrée de la table est constituée de deux champs. Le nom du lien, nom de l'objet référencé, comme le X, et son adresse dans la table d'implantation. Alors maintenant, nous avons le X, nous avons son LU par rapport au nouveau programme. Donc le LAS, quand on va l'utiliser, on va prendre ce LU, c'est lui qu'on va utiliser pour accéder à la variable X. Et cette adresse, on l'a avec ici, avec les entrées de la table des éditions de liens. Donc le X, là, l'objet X, et c'est quoi sa référence dans la carte d'implantation. Et c'est comme ça que j'ai résolu la relation entre les LAS et les LU. Maintenant, nous avons un seul programme et on peut accéder aux différentes variables, qu'elles soient locales ou qu'elles soient dans un autre module. Donc, ils étaient distants, mais maintenant, c'est un seul programme. On arrive finalement à la construction du programme exécutable final, puisqu'on a résolu tous les liens. Nous avons un seul programme. Maintenant, on va construire le programme exécutable final et là, on a le choix entre la prise en considération des bibliothèques statiquement ou dynamiquement. On avait dit que c'est votre programme, tous vos modules, maintenant ils sont un seul programme, il reste les bibliothèques. Vous avez fait appel à Racine Carrée, ce n'est pas vous qui avez développé le Racine Carrée, mais il existe déjà dans une bibliothèque. Comment est-ce qu'on gère ce code de la Racine Carrée? Alors, l'édition des liens statiques dans l'exécution finale. L'éditeur de liens cherche dans les bibliothèques du langage les objets non trouvés dans les modules utilisateurs. Vous avez fait référence aux racines carrées, ils n'existent pas dans vos modules. Donc,
Les objets trouvés sont extraits des bibliothèques et placés dans la carte d'implantation à la suite des modules utilisateurs. Je vais aller dans les bibliothèques, je vais chercher la racine carrée, je vais trouver le code pour la racine carrée et je vais l'ajouter comme un module après mes modules qui étaient dans la carte d'implantation. La table des liens est complétée et aucune entrée ne doit rester avec un champ adresse à une valeur indéfinie. Si vous appelez une fonction qui n'existe pas, il va vous donner une erreur, mais dès qu'il trouve une fonction dans une bibliothèque, il va prendre son code, il va l'ajouter comme un module, il va résoudre les liens et ça fait partie maintenant du nouveau programme. Ça, c'est l'édition statique. Par contre, dans l'édition des liens dynamiques, l'éditeur de liens ne cherche pas dans les bibliothèques les objets non trouvés dans les modules utilisateurs. Vous avez fait appel à racine carrée, il ne les a pas trouvés dans les modules. Il ne fait rien du tout. Il ne va pas chercher la racine carrée au moment de l'édition des liens. La table des liens reste donc avec des entrées pour lesquelles les champs d'adresse est à une valeur indéfinie. Il va être nul. On ne trouve pas la racine carrée jusqu'à présent dans la table des liens. La résolution des liens est repoussée à une étape ultérieure, soit au moment du chargement du programme en mémoire centrale. Quand vous double-cliquez maintenant pour ouvrir, c'est là qu'il va aller voir tous les nuls qui sont dans la table des liens, il va essayer de les résoudre. Ou au moment de son exécution à l'appel de l'objet non résolu. Maintenant, même dans le chargement dans la mémoire, nous allons avoir une édition du lien, une table qui est toujours avec des valeurs nulles. Et quand vous faites appel à la racine carrée par exemple, alors c'est à ce moment-là qu'il va aller essayer de résoudre ce lien, de trouver il est où ce lien. Bien sûr, chaque solution a son mérite, soit statique, soit dynamique. La statique elle est plus lente lors de la compilation, la création des tables des liens, mais le chargement et l'exécution il est beaucoup plus rapide. Par contre, pour l'édition de liens dynamique, dans l'étape d'édition de liens, elle est très rapide, mais elle peut être plus lente lors du chargement ou lors de l'exécution, selon comment est-ce qu'on a choisi de résoudre dynamiquement ces liens. Maintenant, la construction du programme exécutable final s'effectue en 3 étapes. Les adresses dans les modules sont translatées de la valeur de l'adresse d'implantation du module, comme on l'avait dit. Les références aux liens à satisfaire dans les modules sont remplacées par l'adresse de l'objet telle qu'elle est définie dans la table des liens. Et le programme exécutable obtenu est stocké sur un support de masse tel qu'un disque dur. On enregistre sur un disque dur, sur un DVD, ce que vous voulez, donc un support de masse. On a enregistré l'exécutable, qu'est-ce qu'il reste à faire? Pour le lancer, il faut double-cliquer dessus, il faut le charger dans la mémoire. Il est dans le disque dur. Word, par exemple, quand vous lancez votre machine, il est toujours sur le disque dur. C'est quand vous double-cliquez sur Word qu'on le charge dans la mémoire. Comment est-ce qu'on le charge maintenant? Le chargeur est appelé lorsque l'utilisateur souhaite exécuter son programme. Le chargeur copie alors le programme exécutable depuis le disque vers la mémoire centrale. C'est ça le chargement, c'est prendre cet exécutable du disque dur et le mettre dans la mémoire. Toutes les adresses du programme exécutable stockées dans le disque sont calculées à partir de 0. La carte d'implantation, on a commencé à 0. Lors de la copie de ce programme par le chargeur dans la mémoire, le chargeur le commence à une adresse mémoire appelée adresse d'implantation mémoire. Bien sûr, quand vous allez double-cliquer sur Word, on ne va pas le mettre dans 0, même si on l'a enregistré avec 0. Donc, on a considéré que le premier module commence à 0. Mais quand vous double-cliquez, on va lui trouver une place dans la mémoire. Elle ne commence pas toujours par 0, ça va être une valeur. Cette valeur, c'est l'adresse d'implantation mémoire. Et vous voyez bien que toutes les adresses qu'on avait utilisées à 0, ils doivent être translatées, doivent être augmentées par cette valeur. Une opération de translation des adresses est donc nécessaire et consiste à ajouter à chaque adresse apparaissant dans le programme exécutable du disque la valeur de l'adresse d'implantation mémoire. Deux types de chargement peuvent être distingués. Toujours le statique ou le dynamique. Le chargement statique, l'opération de translation des adresses est effectuée une fois pour toutes au moment du chargement et les adresses sont modifiées dans le programme exécutable. Dès que vous double-cliquez, on trouve l'adresse d'implantation mémoire et on commence à faire la translation de toutes les adresses qu'on a.
et le chargement dynamique, l'opération de translation n'est pas effectuée au chargement, mais seulement au moment où le processeur utilise une adresse au cours de l'exécution. Vous avez besoin de la variable x, c'est à ce moment que je vais faire la translation. La valeur de l'adresse d'implantation est conservée dans le registre de translation et elle est ajoutée à l'adresse au moment de son utilisation. Bien sûr, chacune des deux méthodes a ses avantages et ses inconvénients. Pour le chargement statique, il va prendre un peu plus de temps pour charger parce qu'on est obligé de traduire toutes les adresses. Et pour le chargement dynamique, il va être plus rapide dans le chargement, mais il va être plus lent à l'exécution. Parce que c'est à l'exécution qu'on va aller traduire l'adresse. Maintenant, pour le chargement et édition de liens en général, le chargement est très rapide avec une édition des liens statiques parce qu'on va prendre le module et on va l'ajouter comme module à la fin et on va résoudre ça statiquement. Donc au chargement, on l'a déjà, ça va être rapide. Mais la gestion de mémoire peut ne pas être optimale. Si on fait appel plusieurs fois à la racine carrée par exemple, on peut copier plusieurs fois le code de racine carrée comme de nouveaux modules. Donc on va répéter plusieurs fois. Si deux modules appellent une fonction, son code se dupliquera dans la mémoire. Le chargement est moins rapide avec une édition des liens dynamiques parce qu'on le fait après, on ne le fait pas statiquement, mais il résout le problème précédent de la gestion de mémoire. Par contre, à chaque fois qu'on a besoin, c'est là qu'on va faire appel, on va avoir une adresse mémoire et quand on a fini, on peut même le supprimer, on n'en a plus besoin de la mémoire. C'est quand on va faire encore un appel, c'est là qu'on va aller le chercher encore, donc ça va être un peu plus lent, mais la gestion de mémoire, j'ai moins d'informations dans la mémoire. Quand l'édition des liens est repoussée jusqu'à l'exécution, le chargement est très rapide, la gestion de la mémoire est optimale, mais c'est l'exécution qui est ralentie. C'est au moment de l'exécution que je dois faire toutes ces résolutions.